Alors, mesdames et messieurs, l'histoire n'existe pas. C'est avec cette affirmation un brin provocatrice que je voudrais, après la ministre-présidente, ouvrir cette journée de résistance. Un brin de provocation pour nous questionner sur ce qui compte au présent. Ce ne sont pas les faits passés, mais bien les récits de ces faits passés, car ils nous font agir. L'histoire, comme discipline scientifique et connaissance scientifique, nous offre une lecture du passé selon des règles éprouvées, notamment la critique historique, la consultation des archives et la récolte des témoignages. Les fausses informations qui inondent notre quotidien nous montrent à suffisance que l'histoire, en tant que réalité historique, n'existe que par le discours. Les discours qui sont produits à son sujet. Autrement dit, on peut fabriquer notre propre histoire. En ce moment, nous fabriquons l'histoire. Restons toutefois modestes, ce n'est pas parce que nous fabriquons l'histoire que nous allons rentrer dans l'histoire. Mais prenons un exemple. Imaginons que nous souhaitions entrer dans l'histoire. Ce jour, nous pourrions tout à fait inventer un fait. Ceux qui apprécient Le nom de la rose d'Umberto Eco savent que l'intrigue est construite autour du livre perdu de la poétique d'Aristote, et plus précisément du second livre consacré au rire et à la comédie. Umberto Eco imagine ce livre comme une bombe philosophique, puisqu'il s'agit d'un traité prouvant que le rire a une fonction noble, éducative et même politique. Eh bien, imaginons que nous nous mettions tous d'accord sur le fait que la communauté française est la seule institution qui possède ce livre et que nous l'avons vu ce matin, dans les mains de la ministre-présidente. Mais que par mesure de prudence, ce livre est définitivement enfermé dans un coffre dont seule la ministre-présidente a la clé. Imaginons que nous prêtions tous serment sur la version de ce fait inventé, que nous transcrivions notre version dans un procès-verbal et qu'à chaque interview, l'ensemble des membres de cette salle répète toujours la même version des faits. Il est fort à parier que ce fait va devenir un fait historique attesté par la discipline scientifique. Ainsi donc, l'histoire peut être inventée. Mais l'histoire peut également être niée. Italo Svevo l'affirme mieux que moi lorsqu'il écrit dans La conscience de Zénon, je le cite, « Les choses que tout le monde ignore et qui ne laissent pas de traces n'existent pas. » Il y a donc deux conditions cumulatives pour nier l'existence d'un fait, son ignorance par autrui et son absence de traces. Les choses que tout le monde ignore et qui ne laissent pas de traces n'existent pas. Adolf Hitler l'avait très bien compris, comme le prouve son allocution faite au commandant en chef de l'armée allemande le 22 août 1939, quelques jours avant l'invasion de la Pologne. Il affirme ceci. « Mais qui se souvient encore du massacre des Arméniens ?» Adolf Hitler révèle que l'histoire, pour être construite, doit se baser sur des souvenirs des individus. Qui se souvient encore ? Dès lors, un génocide doit, selon lui, viser à exterminer les individus, mais également toute trace de ces individus et du processus génocidaire. Il vise bien les deux conditions cumulatives, l'ignorance des faits et l'absence de traces, car il savait que l'histoire, comme connaissance scientifique, allait passer par là et donc révéler ce génocide. Il avait également bien conscience que, de manière ultime, l'histoire, comme connaissance, repose sur des mémoires déclaratives. Invention de l'histoire, négation de l'histoire, vous pourriez me rétorquer que nous tous ensemble, par les projets que nous portons, nous sommes immunisés. Permettez-moi d'en douter. Notre démarche pédagogique et scientifique s'inscrit toujours dans une certaine temporalité et dans un certain contexte auquel nous sommes perméables. Nos projets dépendent de ce que nous souhaitons étudier et des sources d'informations dont nous disposons. Pensons au lesbianisme sous le régime nazi dans les camps. Cette thématique n'a fait surface que récemment dans la discipline historique en raison des préoccupations de notre temps. On ne s'intéressait pas à cette thématique il y a 40 ans. Et en raison des difficultés à trouver des sources historiques. Les lesbiennes n'ont pas fait l'objet de la même condamnation pénale que les homosexuels. Les archives judiciaires relatives à leur arrestation et à leur détention n'existent pas. Même lorsqu'elles furent arrêtées et envoyées en camp de concentration, la documentation demeure difficile à trouver. L'un des obstacles vient du fait que les lesbiennes étaient rarement identifiées comme telles dans les fichiers officiels de la période nazie. Autre difficulté de taille, très peu d'entre elles ont donné leur témoignage sur les expériences au cours de cette période. La raison est notamment que les relations sexuelles entre femmes restèrent un tabou pendant des décennies après le régime nazi. L'histoire, comme connaissance scientifique, repose bien sur des témoignages, et si on ne prend pas garde d'en garder les traces, alors l'histoire n'existe pas. Autre exemple, pensons à ce qu'on appelle
l'architecture forensique, dont les travaux sont dirigés par Eyal Weizmann. Il s'agit de mobiliser des techniques et des technologies architecturales pour enquêter sur les violences d'État et les violations des droits humains dans le monde. Autrement dit, de porter un regard médico-légal sur les actions de l'État, en travaillant à l'intersection de l'architecture, du droit, du journalisme et de l'écologie. Il est évident que l'apport des nouvelles technologies permet de ces avancées scientifiques, fabriquant de nouvelles perspectives et de nouveaux résultats. Oui. Autrement dit, ces deux exemples nous montrent que les productions scientifiques sont toujours le reflet d'une certaine époque et d'un certain contexte. L'histoire n'existe pas. Bon, je ne voudrais pas inutilement plomber l'ambiance en ce début de journée. Je suis en effet convaincu que si nous sommes réunis ce jour, c'est bien parce que l'histoire existe et que quelque chose nous relie, nous unit. On peut discuter longuement de la construction sociale de la réalité, comme je viens de le faire. Ce jour, nous avons fait le choix de nous relier symboliquement à celles et ceux qui nous ont précédés, avant nous. Plus fondamentalement, nous faisons le choix de refuser le mensonge dans la construction de notre société et de ne pas travestir la réalité, quand bien même nous avons conscience qu'elle est alimentée sans cesse par de nouvelles découvertes scientifiques. C'est important, cela, de refuser le mensonge, car le mensonge, prélude à toute forme de négation de nos passés composés, consiste à imposer sa propre vérité, autrement dit, à enfermer l'autre, les autres, dans un rapport de domination. Mentir, c'est surtout dégrader notre commune humanité. C'est refuser de reconnaître l'autre comme son égal. Celles et ceux qui ont résisté aux crimes de génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre ont refusé le mensonge. Ils et elles ont dénoncé les faits, ont agi. Elles et ils ont perdu la vie pour nous protéger, nous, maintenant, et nous mettre en garde, toujours maintenant, des dangers qui nous guettent, pour le présent et pour le futur. C'est bien en cela que nous sommes reliés à ces victimes et ces résistants ce jour. C'est également l'objectif du décret mémoire en communauté française. Ce décret valorise la transmission de la mémoire des crimes que je viens de citer. Depuis 2009, la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est inscrite dans un travail d'histoire et de mémoire par la reconnaissance et le soutien financier des écoles et des associations sans but lucratif qui portent des projets qui visent à transmettre la mémoire de ces crimes. 3 types d'appels à projets sont concernés par le décret. Un appel à projet visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages en lien avec l'objet du décret. Un appel à projet visant à organiser les visites sur les lieux de mémoire et des séminaires à destination des enseignants en lien avec l'objet du décret. Et des appels à projet en lien avec l'objet du décret qui ne relèvent pas des 2 premières catégories. Ce décret favorise donc auprès des jeunes, mais pas que, la réflexion critique, le développement d'une citoyenneté responsable et la promotion de valeurs démocratiques. Surtout, et ça a été dit par la ministre-présidente, grâce au décret mémoire, la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre est rendue possible grâce aux différents centres présents ce jour. À sa façon, avec tout ce dispositif, le décret mémoire tient donc compte de la mise en garde d'Italo Svevo. Les choses que tout le monde ignore et qui ne laissent pas de traces n'existent pas. Il s'agit bien de valoriser la transmission pour éviter l'ignorance et de récolter des témoignages pour garder des traces. Et nous, ce jour, que faisons-nous? Ce qui nous relie, nous unit, du moins je l'espère, c'est bien notre volonté de partager un monde commun. Promouvoir la construction d'un monde commun, si on m'avait dit, quand j'ai moi-même été porteur d'un projet il y a 15 ans, que ce serait faire preuve d'audace et de résistance, je ne l'aurais quand même jamais cru. Et pourtant, c'est bien sur vous que nous comptons pour construire le monde commun de demain. Et nous avons la chance, je profite de la présence de la ministre-présidente, de rappeler et de vous rappeler que vos projets et notre travail ont toujours été soutenus par les autorités politiques, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique. Ce soutien, il est majeur. Et j'en profite pour remercier chaleureusement la ministre-présidente qui représente la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce travail, il est aussi l'œuvre de chargés de mission, historiennes et pédagogues qui vous accompagnent toute l'année. Car il y a ces personnes de l'ombre de la coordination pédagogique Histoire et Mémoire que je voudrais remercier chaleureusement Claire Jouve, Jessica Schins, Alice Van Dalen et Benjamin Van Kutsen. J'aimerais bien qu'on prenne le temps de les applaudir pour une fois.
un plaisir à travailler avec vous, vous le savez bien. Hein. Ces 4 membres nous épaulent dans notre travail d'expertise scientifique que nous menons avec le Conseil de transmission de la mémoire que j'ai le bonheur de présider et qui remet des avis motivés sur vos projets. Si vous avez donc des doléances, ce n'est pas sur elles qu'il faut crier, c'est sur moi. Cette journée de rencontre et de partage sur la résistance nous pousse à nous demander ce que la transmission de la mémoire nous fait faire. Dans cette perspective, le travail de mémoire ne consiste pas uniquement à se souvenir pour se souvenir, il constitue surtout un outil pour favoriser notre engagement, ce qu'ont fait les résistants que nous allons mettre à l'honneur ce jour. Mesdames et messieurs, cette journée entend finalement semer quelques graines d'espoir. Pourrais-je ainsi nous inviter, pour construire un monde commun, à mettre en œuvre une politique de la délicatesse, qui traduirait notre volonté de toujours considérer les autres comme nos égaux, de les reconnaître dans leur diversité et de vouloir sans cesse leur tendre la main. Cette politique de la délicatesse, elle privilégie la finesse de l'action et de la perception. Elle privilégie la nuance dans les projets que nous portons. Elle révèle surtout la fragilité de notre humanité et elle permet au final de conjuguer le présent au passé composé. Il en faut désormais du courage pour résister délicatement. La politique de la délicatesse pourrait, selon moi, trouver son fondement dans ces quelques mots de Charlotte Delbo, rescapée des camps nazis. Je la cite. « Quand on a regardé la mort à prunelles nues, c'est difficile de réapprendre à regarder les vivants aux prunelles opaques. » Je vous remercie.